Monsieur Gaidamek, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Jérusalem. Par hasard, après avoir rencontré Eli Shouraki, nous rencontrons quelqu'un qui se présente à la mairie de Jérusalem. Il pleut à Jérusalem. Est-ce qu'il pleut aussi dans le cœur d'Arkady Gaidamak? Donc Jérusalem, c'est une ville de miracles. Donc toutes les rencontres sont possibles. Quels sont vos objectifs pour 2008? 2008, c'est l'année des élections, donc je serai élu le maire de Jérusalem et donc Jérusalem sera confirmé dans son statut de la ville unique pour toutes les confessions, pour les musulmans, chrétiens, juifs, et c'est une ville de la paix, une ville indivisible. C'est à partir de la ville de Jérusalem qu'a un peu commencé le processus de la paix. Malheureusement, en Israël, les structures d'État d'Israël sont obligés de protéger l'État d'Israël contre les extrémistes arabes et cette protection elle est exercée à travers de la pression militaire, policière et économique contre les Arabes. Donc ce qui augmente à nouveau, c'est un cercle vicieux, ce qui augmente à nouveau la tension. Et c'est par la ville de Jérusalem qu'a un peu commencé le vrai processus de la paix, parce que dans la ville de Jérusalem, il y a la population musulmane et juive qui vivent côte à côte. Il faut donner un coup d'accélération au développement économique des quartiers arabes. Ça créera à la fois les vraies relations entre les Juifs et les Arabes et ça créera un sentiment d'espoir pour le lendemain pour les Arabes. Et comme ça, ils seront beaucoup moins aptes de tomber sous l'influence des extrémistes. On va inviter aussi à développer économiquement et la ville de Jérusalem et Israël, les musulmans du monde entier. Ça créera des vrais rapports de coopération et c'est sur cette base des vrais rapports qu'on peut créer la paix et pas sur la base des accords tout à fait artificiels qui n'ont aucun contenu et qui sont promus par des gens qui ne représentent rien, ni les intérêts de la population israélienne comme des actuels dirigeants politiques israéliens, ni des intérêts de la population arabe comme Abu Mazen, ni les intérêts du monde entier comme les dirigeants américains par exemple. La paix ne peut être créée que sur la base de vraies relations entre les musulmans et les juifs et avec la participation des vrais représentants du peuple arabe comme la Syrie, l'Égypte, la Jordanie et le processus est déjà commencé et en 2008, comme vous m'avez demandé, je pense que ça sera une année très importante pour la paix, d'abord en Israël et après dans le monde entier, parce que tous les problèmes du monde entier viennent des problèmes de tension entre les juifs et les musulmans. J'avoue que je suis assez étonné de voir un discours aussi long. Vous êtes en général quelqu'un qui parle peu, qui fait beaucoup mais qui ne veut pas s'exprimer. Est-ce qu'il y a un changement de tactique chez Arkady Gaidamak? D'abord, j'ai aucune tactique. Je ne suis pas un politicien professionnel, donc j'ai ni la stratégie ni les tactiques, j'ai la réalité. Donc je parle en fonction de la réalité. Je peux parler beaucoup quand il s'agit des choses réelles, d'intérêt réel. Les choses artificielles, c'est vrai, je ne suis pas fort dans le discours. Une question maintenant plus pratique. Vous êtes donc un candidat à la mairie de Jérusalem, une ville... Candidat, je suis le seul maire prochain de la ville de Jérusalem. Ok, en tout cas, Jérusalem est une ville... Les candidats, c'est ceux qui essayent de faire la compétition avec les thèses et les arguments artificiels, des échanges d'idées soi-disant politiques artificielles. Moi, je fais, je parle pas, je fais. Donc, vous allez faire... La ville est difficile, il y a beaucoup de pauvreté, des clivages sociaux, une ville compliquée et politiquement et socialement. Au-delà de vos vues, on va dire, globales sur la paix et le Moyen-Orient, quels sont vos projets précis pour améliorer la vie quotidienne des gens qui habitent Jérusalem? Encore une fois, avant tout, c'est une ville unique au monde. C'est une ville
spirituel pour toutes les confessions monothéistes et les Juifs étant responsables administrativement pour cette ville doivent prendre en considération et apporter le respect à toutes les autres confessions. Maintenant, sur le plan économique, c'est une ville qui a la particularité d'avoir des grandes communautés très distinctes. La communauté des gens qui ont une mode de vie selon la tradition juive, qui respectent cette tradition d'une manière très profonde et réelle, et ils ont une mode de vie très particulière à eux. Donc pour eux, le maintien de la tradition, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est important, et en même temps, donc, ça crée des problèmes économiques d'emploi pour eux, en tenant compte de leur spécificité, de leur monde. Vous avez des programmes spéciaux pour la population orthodoxe, par exemple? Un peu apporter les emplois, justement. Les gens, vous savez, je travaille surtout sur le plan international et je vois l'attitude des gens envers de Jérusalem. À la fois, j'étais très surpris de la volonté des gens, juifs et non juifs, de venir travailler ici, parce qu'on a tout ici en Israël. On a le climat, on a le main-d'œuvre très qualifié, on a un esprit d'entreprise, mais ce qu'on peut pas, la grande lacune, c'est le sentiment d'insécurité et le sentiment d'abandon. Il n'y a pas des gens qui dirigent le pays, qui dirigent la communauté. Le pays est entre les mains de politiciens professionnels qui voient leur mission pas comme une mission d'apporter quelque chose à la population israélienne et à la population mondiale, parce que c'est une très grande responsabilité d'être dirigeant politique en Israël. Ils voient dans leur activité que le déroulement d'une carrière professionnelle, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, on va apporter à la fois des programmes spéciaux pour la population de Jérusalem, religieux juifs, musulmans. Musulmans, c'est en créant le développement économique général des quartiers arabes, en demandant le soutien du monde musulman en général, ce qui créera des vraies relations économiques et d'intérêt. Vous y croyez vraiment? Vous y croyez vraiment? Bien sûr, mais bien sûr, et je sais que ça sera comme ça. Jusqu'à présent, tout ce que je dis, je le fais. Vous savez, Israël, c'est au niveau individuel, on pense que c'est une grande structure étatique, etc. Oui, c'est un pays, mais ce ne fait que à peine, peut-être, je parle de dépenses non militaires, c'est à peine un cinquième du budget de la ville de Moscou. Donc la ville de Moscou, où j'ai des entreprises très importantes. Donc vous savez, c'est à l'échelle tout à fait humaine Israël sur le plan de la gestion économique. Mais c'est vraiment quelque chose que j'attache pas une grande importance, le développement économique. Je parle toujours de quelque chose de concret. Pendant la guerre de Liban, je n'ai jamais dit que je veux remplacer l'État et je vais m'occuper des problèmes de la population civile. J'ai juste commencé à bâtir le lendemain de la guerre des tentes et d'apporter toute la structure pour les nourrir. Et j'ai dit que tous ceux qui ont dans le besoin peuvent venir. Il y avait 27 000 qui sont venus, mais je n'ai jamais dit que je vais bâtir quelque chose à la place de l'État. J'ai juste commencé à faire. Donc si c'était que 10 000 ou 27 000 ou 57 000, je fais ce que je pouvais faire. Donc c'est ça la réalité. Vous savez, les discours politiques qui viennent des gens qui ne savent que jouer l'écoute dans les structures professionnelles qu'on appelle de lobbying, qu'on appelle les partis politiques, ces gens, ils peuvent, oui, dépasser un ou l'autre dans le développement de leur carrière au sein de ces structures, mais est-ce que ces gens, une seule fois, ils savaient comment aller dans la rue et de creuser un trou, ou comment conduire taxi, ou comment aller faire diriger un hôpital, etc. Ce sont des politiciens professionnels. Comment vous voulez leur demander quelque chose? Qu'est-ce qu'ils savent, ces gens? C'est l'absurdité de la vie. Une question, Gaidamak. Je rappelle que vous êtes donc candidat, enfin, selon vos paroles, donc, le prochain maire de Jérusalem. Vous êtes quand même quelqu'un qui est venu de Russie, donc
Vous êtes aussi un peu un nouvel émigrant, comme beaucoup ici qui ont fait leur alia. Il y a pas mal de problèmes en Israël pour l'immigration de France, des États-Unis. Les gens se plaignent de la clita, donc de l'immigration. Est-ce que vous avez vous aussi dans votre agenda des solutions pour améliorer l'intégration des Juifs qui demain viendront en Israël? C'est un problème très important. Avant tout, Israël, c'est un pays pour les Juifs et créé par les Juifs. Donc, et pour sauvegarder la tradition juive et même la survie physique du peuple juif. Donc, tous les Juifs sont égaux. Quand beaucoup d'Israéliens ils commencent à parler de traitements particuliers des autres Juifs et de faire la distinction entre les Israéliens, c'est pas normal. Donc, pour moi, philosophiquement parlant, les immigrés dans ces pays, ils sont exactement les mêmes comme tous les autres citoyens juifs, et que, bien sûr, le nouveau arrivé, sans les positions établies, il doit avoir, bien sûr, l'assistance d'État pour s'établir. Et que vous avez des idées pas d'obligation pour les Juifs de vivre en Israël, mais ceux qui ont, pour diverses raisons, arrivé ici, ces gens doivent avoir une assistance. Vous avez des programmes particuliers parce que vous êtes comme quelqu'un qui connaissait l'étranger, qui connaissait le passage de l'étranger vers Israël. Vous voyez, encore une fois, la différence des politiciens professionnels. Je ne vais pas vous donner les théories, c'est très facile de parler, c'est très très facile. J'ai toujours agi en fonction de la situation présente. Si maintenant je suis obligé de venir dans un endroit où il y a 1 ou 10 000 immigrés et on m'expose le problème, je tâcherai de réfléchir et de trouver la solution, d'apporter la solution. Artificiellement, de parler avec des slogans, oui, on va faire ça, ça, ça et ça, non. Je vous avais vu en 2007, avant Noël, dans la vieille ville par hasard, et je vous ai demandé comment voyez-vous la situation, enfin c'était un an, c'était en 2006, pardon, comment voyez-vous 2007? Vous m'avez dit je suis optimiste. Êtes-vous optimiste? C'est ma dernière question pour 2008. Je suis très optimiste pour 2008 parce que je sais que, vous savez, Annapolis, c'est une action complètement vide et gratuite, mais beaucoup de gens l'ont compris. Vous savez, c'était prévisible même avant, mais c'est après maintenant, on voit que ce sont des points qui sont développés, ce sont des points artificiels, faits par des gens artificiels, non représentatifs, que dans le seul but de leur carrière professionnelle personnelle. Donc aujourd'hui, je sais, selon mes relations avec les dirigeants politiques des grands pays, notamment comme la Russie ou certains pays arabes, que aujourd'hui, par exemple, la Russie, qui est une grande puissance, qui voit Israël comme un pays partenaire et une nécessité pour la paix en Moyen-Orient. Aussi quand même qui est de l'Iran quand même. Non, parce qu'aujourd'hui, l'ennemi du monde entier, et notamment les pays arabes, ce n'est pas Israël, c'est l'extrémisme arabe. Donc les dirigeants arabes, ils veulent sauvegarder l'existence d'Israël. Et la Russie va leur aider. La Russie va apporter la balance dans ces relations. Donc j'espère qu'en 2008, pour parler très concret, avec l'esprit de créer des relations équitables, vont se créer et qu'enfin la tension abaissera. De la nuit, un jour, les appels du comité des parents des enfants de Sderot. Donc, vous savez, Sderot, c'est une ville dans le sud qui est bombardée. Donc, j'évacue quelques milliers de gens pour quelques jours, juste pour leur laisser un peu de respirer un peu. Et le Premier ministre il commence à me critiquer. Il dit que j'ai créé le sentiment d'insécurité aussi d'un non-patriotisme. Oui? Donc les citoyens doivent rester tous. Et il parle à la télé, il me critique à la télé. Donc c'est parfait pour moi. Ça me donne la possibilité de se mettre à son niveau, de lui répondre aussi à la télé. Je lui ai répondu que quand le chef d'État qui n'est pas capable de protéger la population civile commence à critiquer quelqu'un qui la protège, essaie de protéger, il doit fermer sa gueule. C'est comme ça que je lui réponds. Oui, c'est vrai ou non? Je suis le seul à polémiquer dans les médias avec le Premier ministre. Ou la dernière, ça fait 10 jours,
lors d'un match de football à Haïfa, ils font, vous savez, le Premier ministre Rabin, il était assassiné. C'était très bien votre réaction dans ma vie, très malheureux. Mais qu'est-ce que fait la famille de Rabin? Ils collectent l'argent pendant 12 ans, ils célèbrent pendant un mois l'assassinat. Et ils collectent l'argent. J'ai rien contre. Mais pendant le match, subitement, l'organisateur de match, il annonce, maintenant faisons une minute de silence pour rendre nos joueurs qui étaient tués dans les discothèques. Okay. Après, il dit maintenant la minute de silence en mémoire de Rabin. Et les supporters de mon club de foot commencent à husper. Donc tout de suite, le lendemain, le pays entier commence à dire que ce sont des fascistes. Ce sont des fascistes qui ne respectent pas l'héritage politique de Rabin. Et Netanyahou fait une énorme faute, qui saute à la télé et qui dit, voilà, qui condamne, et Olmert aussi. Et moi, tranquillement, dans les informations de 20 heures, j'ai dit que je condamne bien sûr l'assassinat du Premier ministre Rabin, mais ça fait 12 ans. Aujourd'hui, 12 ans après, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait faire une démonstration politique de faire de célébrer la mémoire de la politique du Premier ministre Rabin. Et nous savons que chez nous en Israël, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'action politique de Rabin. Que personne n'approuve l'assassinat, mais ici, 12 ans après, on ne peut parler que de l'héritage politique. Et le stadium, ce n'est pas l'endroit où on doit faire les démonstrations politiques. Les gens sont venus à créer, à célébrer le football, etc. Et d'appeler les juifs, les jeunes juifs, qui ne sont même pas, qui étaient les petits enfants quand l'assassinat a été fait, fascistes, dans un pays juif, on peut les appeler hooligans, désœuvrés, incultes, provocateurs, mais fascistes dans un pays juif, où on sait que ce que c'était le fascisme, ça fait 65 ans en Europe, d'appeler les jeunes Israéliens fascistes, qui est fasciste? Voilà, j'ai donné la claque à toute la société israélienne. Ce sont des exemples comment ils m'attaquent. C'est vrai ou non? On ne joue pas dans le même... Donc les médias sont vos meilleurs amis, d'une certaine manière. Mais bien sûr. Vous pensez qu'ils me critiquent? C'est au contraire. Vous découpez pour me montrer d'une manière négative un peu. Vous allez couper les phrases, etc. Et vous pensez, et vous savez que peu importe ce que les journalistes vont faire, ça sera encore meilleur pour moi parce que vous allez faire le contraste. Vous allez faire, comme vous, même sur le plan technique, vous ne pouvez pas me donner un tel temps d'antenne. Selon vos visions, selon votre idéologie, vous allez faire le découpage. Et ces découpages... Nous sommes une télévision sur Internet qui essaie d'améliorer l'image d'Israël dans le monde. Que pensez-vous de l'image d'Israël dans le monde et pour InfoLive.tv? Bon, bien sûr que l'image d'Israël dans le monde est très décevante parce que nous sommes dans le conflit, nous vivons dans le conflit permanent et le conflit permanent en soi, c'est jamais bon. C'est jamais bon, c'est une situation de rivalité avec les autres communautés, notamment la communauté arabe, c'est toujours la position de défense de ces points de vue, et c'est une position décevante en soi, et qui est aussi très mal présentée par les représentants israéliens, les représentants politiques notamment. InfoLive.tv veut être la réponse à cela. InfoLive.tv veut être cette télévision pour justement améliorer l'image d'Israël dans le monde. Bien, je félicite votre télévision pour cette action. Merci beaucoup, Kedama. Je vous rappelle que vous êtes donc candidat, futur maire de Jérusalem selon vos paroles, mais avec un peu d'humour quand même, je voulais vous dire comme candidat, parce que je ne peux pas être à votre place, vous permettez, et je vous souhaite bonne continuation et bonne chance. Bien, merci.